qu'est-ce que tu peux proposer aux femmes en termes de signaux faibles et d'alerte de préménopause? Alors, ça peut être beaucoup de choses et chaque femme est différente, ça il faut toujours savoir. Ça peut être les cycles. Alors pour beaucoup de femmes, les cycles commencent à être déréglés. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être un long cycle et puis un court cycle. Ça peut être des règles genre version hémorragie, comme à peine quelques gouttes tous les jours. C'est complètement imprévisible. Donc la plupart des femmes vont commencer à avoir des cycles irréguliers, mais il y en a qui gardent leur cycle complètement régulier au moment que cet arrêt des règles, donc 12 mois avant la ménopause. Donc c'est de nouveau pour ça que c'est terriblement dur à dire où on en est à ce niveau-là. Alors ce qui va frapper souvent les femmes, c'est qu'à un moment, elles vont réaliser qu'elles ne se sentent plus elles-mêmes, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau voyage depuis 2 ou 3 ans. Je parle parce que je découvre tout l'impact de la ménopause à 50 ans chez les femmes atypiques, parce que c'est mon biais d'échantillonnage. Dans l'interview avec Patricia Lamar et Dabrowski, j'ai découvert la préménopause à 35-40 ans, qui était une vraie découverte. Donc depuis 1 an, j'étudie ces sujets-là. Je consulte à peu près toutes les femmes qui me tombent sous la main, il y en a beaucoup, pour voir le bazar que c'est. Enfin, c'est plus qu'un bazar, c'est un gros bordel. Ignoré, difficile à défendre, ignoré par les professionnels. Et je suis allé chercher Candice, qui fait ce job-là. Sur les réseaux sociaux, je l'ai trouvé sur Instagram et je suis ravi qu'elle ait accepté. Donc on va faire un plongeon dans le pré-bordel de 35-40 ans, puis surtout avec des solutions, parce que ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions et pas des problèmes, parce que normalement on est assez bien servi en problème. Voilà, donc ça c'est le voyage qu'on va faire pour cette interview. Candice, peut-être pour démarrer, je te laisse te présenter, et puis après on va avancer sur le sujet. Mais déjà, un énorme merci de m'avoir sur ton podcast. C'est vraiment super d'être là. Et j'apprécie énormément en plus d'avoir un podcast avec un homme qui s'intéresse à nos problèmes de femmes. Déjà, vraiment, c'est génial. Moi, j'ai commencé ce trajet de m'inquiéter de la ménopause, de la préménopause, aussi de mes propres frustrations en fait, parce que je pense qu'on est tellement toutes touchées, et comme tu l'as très bien dit, d'être en fait très choqué ou surpris que ça commence tellement tôt, 35-40 ans, il n'y a personne qui nous a préparés à ça. Et ça m'a beaucoup interpellée. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller étudier la physiologie des femmes à partir de 40 ans, et ce que j'ai appris m'a complètement bluffée. Et donc voilà, j'ai décidé de le repartager. J'ai commencé sur Instagram, j'ai commencé en français sur Instagram il y a 4-5 mois, et j'étais vraiment, enfin je m'attendais pas du tout à ce succès sur Instagram comme ça. J'ai juste mis quelques vidéos spontanées, et voilà, et ça m'a montré à quel point il y a tellement de femmes qui souffrent. Je le voyais déjà, mais à ce point-là en France, c'est assez... Enfin, je vais parler de la France, mais ça peut être tous les pays francophones, vu que je parle en français sur Instagram. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu énormément de messages terriblement touchants de femmes qui me déballaient toute leur vie avec une souffrance pas possible. Et je me suis dit, c'est pas normal, on peut pas nous laisser comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment lancé ce compte en tant que femme passionnée de physiologie et qui voudrait aider les autres femmes. Et pour donner un petit peu sur le background, je suis coach de sport à la base, parce que je suis une grande fan de sport. J'ai aussi fait des études de nutrition, et puis j'ai fait des études après de physiologie. Voilà, pour comprendre le tout. Et tu es à Londres, et tu as commencé, t'as commencé tes publications en anglais, et c'est quand tu as basculé sur le français que tu as vu la vague qui est arrivée. Exactement, exactement. Donc oui, donc je suis à Londres, je suis ici depuis 25 ans. Avant ça, j'étais aux États-Unis.
Et j'avais commencé à publier depuis, ça fait 1 an, je pense que je publie un peu sur Instagram. Avant ça, j'avais un compte très privé, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était encore calme. En anglais, c'était très calme. Et je pense qu'en fait, côté anglais, comme on a le marché américain aussi sur nos plateformes anglaises, c'était très saturé. Et il y a des docteurs américaines qui poussent très, très, très fort sur la périménopause. Et c'est qu'une fois que j'ai switché sur le français, que j'ai remarqué qu'il y avait une telle demande en France. Je ne vais pas dire que c'est parce que la France est en arrière par rapport à la ménopause. Je pense que c'est pas juste du tout. Je pense que il y a peut-être des femmes, des docteurs américaines qui poussent peut-être trop à l'extrême aussi. Pour le moment, c'est un peu dur à juger. Alors que je pense que en France, les docteurs, la médecine, ils sont plus conservateurs, ils sont plus prudents, je pense, à certains niveaux. J'en ai consulté, j'ai posé des questions à des médecins français pour essayer de comprendre un peu quelle était la nuance de différence entre les pays. Donc voilà. Et puis sinon, dans ma vie privée, ben, j'ai 46 ans et maman de 5 enfants aussi. J'aimerais bien dire que je suis méga catholique et que voilà, non, c'est pas du tout ça. Ils n'étaient pas tous prévus au bataillon, mais la contraception marche pas toujours avec nous. Donc voilà, on a 5 enfants, c'est génial. Je viens d'une grande famille, je suis belge à la base, je viens d'une très grande famille belge. Donc pour moi, c'est très naturel. Et pour mon mari, bah, il panique de temps en temps et puis ça va. Sinon, voilà. Oui, c'est un beau chantier. Et comme tu m'avais dit la première fois, ton père est HPI, ton fils est HPI, et je n'ai pas trop de doutes sur le fait que tu le sois aussi. Donc, on pourra voir aussi en quoi il peut y avoir des spécificités sur le sujet. Pour peut-être pour démarrer, donc on mettra toutes les infos sur les commentaires de l'interview. Ton nom d'artiste sur Instagram, c'est Inner Girl Power, Inner Girl c'est Power. ça? Oui, ça c'était mon mari qui a trouvé, enfin, ouais, il voulait essayer de trouver un nom catchy. Alors c'est un peu, comme on dit en anglais, cheesy, c'est un peu une blague, c'était vraiment essayer de trouver la puissance ou le pouvoir à l'intérieur de nous. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment de refléter le fait qu'on a des ressources en nous qu'on a tendance à pas du tout utiliser et que c'est vraiment de puiser les ressources en nous au lieu de se tourner toujours sur la médecine qui de toute façon nous soutient pas les femmes à partir de 40 ans. Donc voilà, c'était comment appliquer les choses, trouver les choses en nous, nos pouvoirs à nous pour en fait surmonter ces problèmes de ménopause. Et on est tout à fait capable de ça. Sur les réseaux sociaux, tu expliques que tu as fait une enquête pendant environ 3 ans sur la physiologie des femmes. Qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce qui t'a surpris au-delà du fait que le sujet est peu traité? Et quand on parle de français, on va parler de francophones intracommunautaires, Oui. plus largement pour les gens qui nous écoutent. Alors, ce qui m'a choqué très fort, c'est que j'ai réalisé déjà qu'on nous avait toujours conditionnés avec les mauvaises choses, dans le sens qu'on a toujours dit faites énormément de cardio aux femmes, et si vous voulez perdre du poids, enfin c'est des petites choses bêtes, mais si vous voulez perdre du poids, suffit de couper les calories et puis vous allez perdre du poids. C'est des choses très basiques, mais en fait qui sont très détrimentales pour des femmes à partir de 40 ans. Et déjà, c'est des petites choses comme ça, mais qui m'ont vachement choquée parce que, en fait, ça tenait pas du tout en compte de la physiologie des femmes et surtout de la physiologie des femmes à partir de 40 ans qui change beaucoup à cause des fluctuations d'estrogène et de progestérone et surtout de leur déclin éventuellement. Ça prenait pas en compte. Et puis j'ai aussi évidemment réalisé que à quel point la médecine nous avait complètement mis à part dans tout ce qui était recherche, études médicales. C'est toujours fait sur des hommes. C'est très, très, très peu. Je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais c'est en dessous de 10% dans les études qui sont faites sur les femmes. Ce qui est quand même assez choquant. Je pense que pendant trop longtemps, on a assumé que les femmes étaient juste des petites versions des hommes, alors qu'on fonctionne en fait très différemment. Et c'est important de prendre notre physiologie en compte. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est le fait que
les femmes, on est très mises en avant quand on a 20 ans, 30 ans, voilà, quand on est jeune, jolie, on peut faire nos enfants et tout ça. Et puis, on a l'impression vraiment qu'à partir de 40 ans, c'est comme si on avait une date d'expiration et qu'on nous mettait de côté gentiment. Et puis voilà, on va faire place aux prochaines générations, mais on va nous laisser de côté. Et ça, évidemment, ça m'a beaucoup attristée. Et c'est pas quelque chose auquel je pensais quand j'étais dans la trentaine, parce que quand on est dans la trentaine, on pense à soi-même, on pense pas à ces choses plus grandes que nous. Mais à ce moment-là, oui, j'ai réalisé qu'il y a un vrai problème, c'est que c'est pas normal que les femmes à partir de 40 ans, en fait, qui passent par un chamboulement biologique absolument majeur, qu'on les laisse complètement de côté avec des informations contradictoires ou avec juste des petits morceaux, des petites pièces du puzzle, mais jamais tout dans leur entièreté. Et alors une chose aussi, parce que évidemment quand j'ai commencé mes problèmes de périménopause, j'ai été consulter des médecins, et ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait personne m'a jamais posé de questions sur ce que je faisais, sur ce que je mangeais, quel était mon entraînement, à quelle heure, si je dormais bien, enfin s'il y avait d'autres choses un peu pour voir le tableau dans son entièreté en fait, pour vraiment comprendre une personne dans son entièreté. Et jamais, enfin les consultations ici, je crois que c'est 7 minutes la consultation en Angleterre avec un docteur. Et tout ce qu'on va arriver, ouais, voilà, ils vont nous balancer une prescription générique, que ce soit pour des progestérones ou autre chose, mais qui vont pas aider en fait, parce que c'est pas du tout personnalisé. Donc voilà. Donc ça, c'était des choses qui m'ont pas mal choquée et on pourra parler aussi du THM après, voilà, en plus de détails. C'est quoi le THM? Alors ça, c'est le traitement hormonal de ménopause. Ça Ah peut oui, être THS aussi, traitement hormonal substitutif. Faut toujours que j'y pense un peu parce que mon vocabulaire est toujours anglais à la base. Euh, mais oui, c'est qui peut aider énormément en périménopause parce que ça peut vraiment, ce sont des estrogènes et progestérone bio-identiques, donc vraiment ça peut aider beaucoup. Le problème, c'est que c'est pas toujours, enfin il y a beaucoup de femmes qui ont des antécédents de cancer et d'autres raisons médicales qui peuvent pas le prendre, ça c'est une chose. Et puis les femmes restent en attente très très longtemps pour l'avoir. Et ce qui est très bien, c'est qu'en France, ils demandent à tout prix d'avoir un mammographe, euh, pour avant de donner une prescription. Et en fait, il y a 6 mois d'attente pour avoir un mammographe. Donc, les femmes attendent très longtemps en souffrance. Mais ce qu'on leur explique pas, c'est que quoi qu'il arrive, le THM, ben, en lui-même, c'est pas assez. Même si on le prend. Moi, j'ai pris la décision, j'en prends pas moi-même, mais chaque femme fait son choix du moment qu'elle fait un choix informé. C'est ça qui est important, je pense, de toujours faire des choix informés. C'est que c'est pas assez parce que le THM ne va pas empêcher la perte de masse musculaire qui crée énormément de problèmes métaboliques, mais vraiment majeurs, et qui va pas empêcher le dérèglement du microbiome intestinal qui aussi crée des perturbations vraiment majeures pour le corps. Et ça, c'est un truc qui me perturbe avec le THM, c'est que beaucoup de femmes pensent que c'est une pilule magique, et oui, ça peut aider énormément. De nouveau, vraiment, si une femme en a besoin, qu'elle le prenne. Vraiment, il ne faut pas souffrir pour rien. Mais il ne faut pas croire que ça va euh, tout résoudre. Il faut vraiment s'occuper de la masse musculaire et vraiment s'occuper du microbiome intestinal. Parce que sinon, il y a quand même des gros problèmes qui vont arriver sur le long terme. avant de revenir sur les solutions, j'ai repris sur tes échanges qu'il y avait trois parties de la ménopause. Tu peux repréciser Oui, ça avec sur plaisir. l'ensemble des trois parties de la ménopause et comment arrive la préménopause versus la périménopause pour reprendre l'ensemble du cycle en fait, parce que c'est un cycle avec des vagues, des tornades, une espèce de gros bordel qui commence très tôt. Moi, je vois plein de femmes qui découvrent ça, en tout cas qui fassent pas les liens. Et comment arrive la vague dont on va parler, qui arrive très tôt, qui ignore que découvrent les femmes. Et c'est encore pire pour les atypiques. Ça n'exclut pas des personnes pas atypiques. C'est quand tu secoues une centrale nucléaire, c'est pire que quand tu secoues une maison en paille ou en bois. C'est une métaphore, hein, je veux pas être désagréable. Non, non, mais c'est une bonne C'est métaphore. C'est une les très bonne impacts. métaphore.
Les impacts, c'est comme pour les maladies ou pour d'autres choses dont j'ai pu parler avec des médecins, c'est-à-dire que ça accélère les processus de destruction, ça accélère la mise en tension du système Mhm. psychologique, biologique, hormonal, et en même temps, il y a des éléments de résolution spécifiques quand on est HPI. Mais je te laisse répondre sur les trois parties pour mettre tout ça un peu en perspective que anticiper les étapes préalables, c'est anticiper celles qui vont arriver après, autour de la cinquantaine, et entre 45 et 55. Alors, pour anticiper, en fait, ce qui serait très très bien, ce serait déjà de préparer la génération dans la trentaine pour ce qui va arriver dans la quarantaine. Parce qu'en fait, la vague, elle commence déjà très tôt. Elle va commencer en moyenne, en fait, le début de la périménopause, c'est entre 41 et 43 ans. Alors, pour les trois phases, juste pour que il y a d'abord la périménopause. Pardon? Oui, Ah oui, c'est ça. C'est pour dissocier périménopause de préménopause. voilà. Mais en fait, la préménopause et périménopause, c'est la même chose, c'est le même terme qui est utilisé différemment. Parce qu'il y a, où on pourrait dire préménopause, c'est toutes les années avant qu'on arrive en périménopause. Il y a trois phases dans la transition de ménopause ou transition ménopausique. En fait, d'abord, il y a la périménopause, puis il y a la ménopause, et après, il y a la post-ménopause. Alors, je pense qu'en France, on utilise aussi le terme préménopause, mais en fait, c'est la même chose que la périménopause. Il faut savoir déjà que la ménopause elle-même, on va partir de cette date-là, parce qu'en fait, c'est juste une date, un jour dans ta vie. La ménopause est en moyenne à l'âge de 51 ans. Et en fait, elle marque juste un anniversaire. C'est 12 mois après tes dernières règles. Donc, c'est juste un jour très spécifique. Alors, je ne sais pas pourquoi on mesure ça comme ça. C'est pas très pratique parce que la plupart des femmes ne font plus très attention à leur cycle menstruel à ce moment-là. Donc, on n'est pas tout à fait sûr qu'on sait 12 mois exactement. Mais c'est voilà, c'est un anniversaire, une date dans un calendrier. Par contre, la périménopause, commence 8 à 10 ans avant. Donc, on peut dire qu'elle commence entre 41 et 43 ans pour la moyenne des femmes. Alors, il y a des femmes qui vont commencer déjà à 35 ans, fin trentaine, et puis des femmes qui vont commencer plus tard, vers 45 ans. Tout le monde a un calendrier biologique différent. Donc, c'est impossible à mesurer et malheureusement, c'est très très dur de savoir quand ça commence. La raison pour laquelle ça commence, c'est parce les femmes, on a moins d'œufs, donc des ovules, pardon. En anglais, c'est eggs. On commence à avoir moins d'ovules. Et du coup, on a des cycles qui vont avoir des cycles où on n'ovule pas. Désolée, je ne sais pas le terme en français. Il y a des cycles où on n'ovule plus, comme il n'y a plus d'œufs. Du coup, ces cycles-là, il y aura que de l'estrogène, parce qu'il faut savoir que sur un cycle de 28 jours, il y a deux parties. Je fais ça plus grossièrement, c'est vraiment deux parties. Il y a la première partie qui est avec l'estrogène. Après, on a l'ovulation et l'ovulation déclenche la progestérone après. Bon, alors, ils ne sont pas tout à fait comme ça, je simplifie vraiment, mais voilà, et c'est surtout l'estrogène en première partie du cycle et puis la progestérone apparaît. Mais par contre, s'il n'y a pas d'ovule, il n'y a pas de progestérone qui est déclenchée. Donc ce cycle-là, on va être dominant en estrogène. Par contre, on peut avoir des cycles où on ovule encore et du coup, on va être plus dominant en progestérone. Après, ça dépend un peu aussi, ces deux-là ne sont pas réguliers. Donc il peut vraiment y avoir des cycles où on est très très fort sur l'estrogène et puis des cycles où on est beaucoup plus fort sur la progestérone. Et ça commence à chambouler notre corps. Et puis même les cycles où on a, parce que l'estrogène qu'on a eu pendant toutes nos années de reproduction, c'est l'estradiol, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, estradiol en anglais, qui est très dominant, mais qui commence vraiment en fait à décliner progressivement parce qu'on a moins d'ovules et que vraiment en fait c'est l'usine à bébé qui commence à s'arrêter. Donc du coup cet estradiol est en train de vraiment décliner fortement. Malheureusement, ce serait bien qu'il décline graduellement comme la testostérone pour les hommes. Mais non, chez nous, vraiment, ça fait des montagnes russes. Et c'est ça c'est le gros chamboulement, c'est ces montagnes russes qui ont un effet, c'est comme une bombe dans tout le corps parce que ça impacte absolument tout le corps.
Et il faut savoir qu'une fois qu'on est ménopausé, il nous reste plus qu'une autre forme d'estrogène qui s'appelle l'estrone, qui est beaucoup, beaucoup plus faible dans notre corps. Donc, il nous reste un petit peu d'estrogène pour le reste de notre vie, mais très, très, très faible. Et jusqu'à cette ménopause, notre corps, en fait, dépendait énormément de l'estrogène. Donc ça, c'est vraiment... Je vais retourner à ça juste après, mais juste pour finir les 3 phases de la ménopause. Donc, tout ce qui vient après le jour de ménopause lui-même, ça s'appelle la post-ménopause. Donc, ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans, dépendant de combien de temps on vit. Par contre, les symptômes, normalement, s'atténuent dans les premières 2 années après la ménopause, mais pour certaines femmes, ça peut encore continuer 10 ans. Malheureusement, j'ai des clientes, des amies qui souffrent encore 10 ans après, enfin des femmes que je rencontre et qui viennent me voir, parce qu'elles souffrent toujours. Alors ça, je pourrais essayer d'expliquer un peu plus souvent pourquoi c'est lié, ce genre de problème. Mais on va revenir d'abord à cette phase vraiment périménopause, ménopause, parce que c'est vraiment là l'énorme chamboulement. En fait, l'estrogène, nous avons des récepteurs d'estrogène absolument partout dans le corps, sur tous nos organes, sur tous nos tissus, dans notre peau, partout, partout. Et ils dépendent de l'estrogène pour bien fonctionner. Et il faut les imaginer comme des mini-antennes satellites partout dans notre corps, qui en fait communiquent constamment avec notre cerveau, de voilà comment notre intestin se débrouille, notre peau, voilà les pieds partout. Il y a constamment ce système de communication avec notre cerveau qui est en place. Et la communication se fait avec des neurotransmetteurs qui sont des petits messagers chimiques. Malheureusement, quand l'estrogène descend, en fait, nos satellites, ils commencent à perdre leur puissance. Et ils commencent à bien moins... Donc, ils marchent moins bien et commencent à moins bien communiquer avec notre cerveau. Le cerveau panique aussi parce qu'il ne reçoit pas ces messages constamment. Donc, il y a un énorme chamboulement qui s'entame aussi dans le cerveau. Je réfléchis, je voulais dire... Moi, je reviendrai après. Donc voilà, et alors le cerveau, en fait, commence aussi à manquer d'estrogène parce qu'il a aussi ses propres récepteurs d'estrogène. Et c'est là qu'un des changements majeurs se passe dans le cerveau de la femme à partir de la périménopause. Et en fait, c'est très similaire à ce qui nous est arrivé en puberté. Et on appelle ça, en fait, en anglais, on appelle ça les 3 P. Donc chaque gros changement hormonal, que ce soit la puberté, pregnancy en anglais, donc la grossesse ou la périménopause, à chaque fois que notre corps subit des gros changements hormonaux, notre cerveau commence à se recabler complètement. Ce que je trouve absolument fascinant. Moi, ça m'avait complètement bluffé quand j'ai découvert ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, suivez Dr. Lisa Mosconi. C'est une neuroscientifique italienne qui est absolument fascinante et qui a commencé à scanner en fait les cerveaux des femmes avant la périménopause, pendant la ménopause et la postménopause. Et elle a vu en fait que nos cerveaux changent complètement. On voit que l'énergie change, les connexions entre différentes parties de nos cerveaux changent. Mais donc, malheureusement, il y a une période de recablage qui est pendant cette période de périménopause où notre cerveau commence à manquer d'énergie, les connexions entre différentes parties de notre cerveau sont plus stables ou pas aussi fiables, les neurones manquent aussi un petit peu d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on commence à avoir tous ces symptômes. Les symptômes viennent de notre cerveau qui est en train de se recabler et qui est en train de vraiment s'adapter en fait à un niveau d'hormones beaucoup plus bas qu'avant. Et donc voilà, donc il s'adapte. Donc c'est un processus quelque part absolument incroyable. Il faut le voir quand même, il faut quand même considérer parce que tout le monde voit toujours cette ménopause, tout ce trajet de ménopause comme un truc très négatif. Mais je pense qu'une fois qu'on comprend ce qui se passe, moi je trouve ça absolument fascinant comment notre corps et notre cerveau sont faits pour s'adapter à différents environnements d'hormones. Et donc en fait le cerveau qui va ressortir de l'autre côté est un cerveau qui aura changé parce qu'il s'est adapté à nos besoins en fait actuels. Par exemple, le fait qu'on doit plus s'occuper de petits enfants
de devoir négocier avec un bébé qui est en train d'hurler par terre parce qu'il a décidé qu'il voulait un paquet de bonbons dans le magasin ou un truc comme ça. C'est des choses qu'on n'a plus besoin, nous. On va devenir, voilà, on a passé notre partie avec les petits-enfants, donc on n'a plus besoin de ce côté empathie maternelle pour les enfants, on va passer à autre chose. C'est plutôt un côté plus sagesse, en fait, pour les femmes, parce que les femmes plus âgées ont un rôle très important dans la société, de guider les générations plus jeunes. Donc il faut voir ça comme ça. Donc en fait, moi je trouve ça très très beau, le fait qu'on évolue. C'est sûr que les 8 à 10 ans, pendant qu'on est en train de passer par là, ça peut vraiment, je ne vais pas dire de gros mots, mais ça peut vraiment être très difficile à vivre. Et c'est pour ça, le brouillard mental, les troubles cognitifs, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les sautes d'humeur constantes, les sentiments de dépression, d'anxiété, les attaques de panique, tout ça, c'est vraiment tout vient de notre cerveau qui est en train de se recabler et qui est en train de passer par une phase énorme de transition, de chamboulement. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est à soutenir notre cerveau et pas à se battre contre. Et c'est ça la chose. C'est toute cette partie de périménopause et de ménopause, c'est vraiment d'apprendre à soutenir notre corps et notre cerveau pendant cette partie. J'explique depuis 3 ans pour les femmes atypiques, hein, donc j'allais dire, c'est la même chose que pour les femmes, mais avec des processus exacerbés, atypiques aussi, que le système se casse la gueule. Avec les hormones, on va revenir là-dedans, mais aussi avec les neurotransmetteurs, que les systèmes de suradaptation se cassent la gueule. Et quand j'ai commencé avec Flavia, qui m'aide sur les réseaux sociaux, à envoyer des informations, j'ai des retours, mais de plein de jeunes femmes, 35-40 ans, ou 30-40 ans, qui me disent, Fabrice, le bordel, c'est maintenant. Tout ça, c'est pas 50, c'est maintenant, et ça a été une découverte, et j'ai fait les liens avec ce que disait Dabrowski, mais en mode expérientiel. J'ai des retours de dire je vis ma ménopause maintenant. J'ai dit, écoutez, je continue à travailler le sujet. J'ai bien trouvé quelqu'un, je suis ravi que tu aies accepté pour avoir des explications, parce que les atypiques versus typiques, hein, je parle pas de 130 ou pas 130, ils veulent tout comprendre, ils veulent tout savoir, ils veulent avoir des explications sur tout, et c'est quand même beaucoup mieux si tu sais ce qui se passe quand il se passe ce qui se passe, et c'est ça que j'apprécie dans ce que tu fais, c'est que tu donnes de l'information, et surtout tu donnes des solutions pour piloter la machine, parce que ça n'a rien à voir avec un homme. Moi, c'est pour ça, je suis tranquille, hein, je suis pas concerné. Alors, ça n'exclut pas qu'il y ait des choses sur l'andropause, mais pas à ce niveau-là transformationnel, d'impact physique, psychologique, social, parce que ça a des impacts sociaux, intrafamiliaux, interactionnels avec les autres, évidemment professionnels, évidemment les femmes se font dégommer parce que le système va les dégrader au regard de ça, y compris éventuellement par d'autres femmes, y compris les femmes par elles-mêmes. Enfin, c'est un système de punching ball. Est-ce qu'on peut, tu en parles aussi, donner concrètement les signaux faibles? Alors j'avais noté quelques points: cycle court, perte de joie, être noyé, le brouillard. J'ai beaucoup entendu ça sur des femmes, le problème de brouillard, de sommeil, d'irritabilité, des problèmes de mémoire que tu peux affecter à autre chose. En fait, si tu connais pas ça, bah toi ou ton médecin ou un thérapeute ou un professionnel, surtout si c'est un homme, il va te coller d'autres pathologies. Et Exact. puis il va dire, comme tu l'expliques, il va rentrer. Ah oui, on va voir après peut-être, sinon je vais poser trop de choses en même temps. Sur le discours officiel, bah c'est normal. Enfin, quand t'es jeune, c'est normalement pas normal si t'es un homme que t'es pas au courant. Donc on va te coller autre chose. Éventuellement, on va te coller une camisole chimique. On va dire que c'est l'âge. Enfin, on t'envoie dans un corner avec une errance médicale, possiblement. Pas que pour ça, d'ailleurs, les errances médicales. Mais techniquement, moi, j'aime bien les solutions. Qu'est-ce que tu peux proposer aux femmes en termes de signaux faibles et d'alerte de préménopause? Alors, ça peut être beaucoup de choses et chaque femme est différente, ça il faut toujours savoir. Ça peut être les cycles. Alors pour beaucoup de femmes, les cycles commencent à être déréglés. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un long cycle et puis un court cycle. Ça peut être des règles genre version hémorragie, comme
à peine quelques gouttes tous les jours. C'est complètement imprévisible. Donc, la plupart des femmes vont commencer à avoir des cycles irréguliers, mais il y en a qui gardent leur cycle complètement régulier jusqu'au moment que cet arrêt des règles, donc 12 mois avant la ménopause. Donc, c'est de nouveau pour ça que c'est terriblement dur à dire où on en est à ce niveau-là. Alors, ce qui va frapper souvent les femmes, c'est qu'à un moment, elles vont réaliser qu'elles se sentent plus elles-mêmes, qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est genre leur cerveau qui va plus fonctionner aussi rapidement, aussi efficacement qu'avant. Elles vont se retrouver en réunion avec un brouillard mental qui va être absolument mortifiant. Elles vont avoir des sautes d'humeur, elles vont être irritées par leurs enfants, par les bruits, partout. Moi, je suis passée par une phase que j'avais pas réalisée, qui était même la périménopause, où tous les bruits de mon mari m'énervaient. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Instagram parce que voilà, je l'avais vécu, que vraiment tous les bruits, tout d'un coup, je trouvais qu'il mâchait trop fort, il respirait trop fort, n'importe quoi. Et pourtant, le pauvre gars, il fait que vivre et d'être à côté de moi et d'être aussi toujours aussi charmant. Mais tout d'un coup, il m'irritait. Je comprenais pas pourquoi. Et même, je trouvais que la nuit, il respirait trop fort, alors qu'il ronfle pas. Donc, je sais même pas pourquoi. Voilà, pourquoi il m'embêtait. Et j'ai réalisé, en fait, que c'est tout, comme tu dis, en fait, c'est de la mise en tension du système. Tout devient sous tension. Donc, n'importe quoi, c'est un peu comme un verre d'eau, et n'importe quelle petite goutte va faire déborder ce verre d'eau. Et donc, tout va devenir amplifié. Donc, ça peut être l'irritabilité avec nos proches, ou au boulot, ou dans n'importe quelle situation. Ce brouillard mental, malheureusement, très souvent des sentiments de dépression, parce qu'en fait, ça commence aussi à nous taper sur le système au bout d'un moment, de plus se reconnaître nous-mêmes, de pas nous comprendre nous-mêmes de ce qui nous arrive. Donc on peut vite devenir déprimé, en plus du fait que le neurotransmetteur, la sérotonine, qui est responsable pour notre bien-être, malheureusement, peut aussi s'écraser souvent et donc nous donner des sentiments de dépression. Donc il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect vraiment physiologique, mais il y a l'aspect dans le contexte dans la vie de tous les jours qui va nous affecter énormément. Et la plupart des femmes, malheureusement, c'est juste de réaliser que tout d'un coup, il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas des choses tangibles qu'on peut vraiment mesurer. C'est juste un perçu personnel où on se dit, il y a un truc, je comprends pas. Bon, moi, ça a été très fort, en fait, le début, le premier. J'ai eu 0 symptômes, et puis tout d'un coup, je me suis fait prendre par des règles, en fait, version hémorragie, qui sont pas arrêtées pendant 2 mois. Mais vraiment, c'était l'horreur pendant 2 mois. J'ai consulté tous les médecins et des spécialistes aussi, qui coûtent cher. Et tout ce que j'ai eu, c'est ouais, je sais pas, il me donnait des prescriptions de progestérone, mais personne ne m'a demandé de questions justement sur ce qui se passait. Et en fait, il y a aucun médecin qui m'a dit c'est la périménopause, ce qui est quand même incroyable. Enfin, j'avais 42 ans, j'aurais cru qu'il le saurait, mais personne ne me disait ça. On me disait non, il y a peut-être d'autres problèmes, on va peut-être faire une investigation, enfin voir à l'intérieur de l'utérus s'il n'y a pas des polypes ou d'autres problèmes. Mais personne m'a dit c'est la périménopause. La personne qui m'a dit c'est la périménopause, c'est mon acupunctrice qui m'a dit « Je pense que tu es en périménopause ». Et j'étais là « Non, mais j'ai 42 ans. La ménopause, c'est un truc pour les nanas qui ont 50 ans. Moi, c'est dans beaucoup plus longtemps. » Et c'est elle qui m'a dit « Non, rentre chez toi, va regarder, va te renseigner, tu vas voir ». Et c'est là que j'ai réalisé, et ça m'a vraiment frappée. Et comme tu disais, le problème, c'est que tu vas consulter ton docteur, même si les docteurs maintenant commencent à être quand même bien au courant de la périménopause, que ça vient plus tôt, mais encore pas tous. Ils vont dire que c'est normal, que c'est la vieillesse, et ils vont souvent pas réaliser que les symptômes, que ce soit de la dépression, qu'en fait c'est une dépression liée à la périménopause, et donc à la place ils vont leur prescrire des antidépresseurs ou quelque chose comme ça, qui n'est pas la chose dont les femmes ont besoin pour les aider par rapport à la périménopause. Et souvent, comme tu dis, on va juste bourrer je vais réutiliser tes mots, de camisole chimique. J'ai trouvé ça super. Parce que c'est ça qui m'avait vraiment choquée quand moi j'étais voir le médecin, c'est qu'on te donnait juste des prescriptions pour des trucs chimiques, au lieu d'essayer d'adresser les problèmes
eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment pour la question comment ça commence. C'est juste un côté, on se sent déstabilisé, on se sent plus soi-même. Et c'est pas quelque chose de mesurable. Malheureusement, ça va pas arriver en un coup. J'avais fait une vidéo en disant malheureusement la périménopause, t'envoies pas un texto pour te dire que t'es en périménopause, ce serait tellement bien. C'est juste que plein de petites choses vont se passer et on réalise que on n'est plus soi-même. Et voilà, on va se faire prendre par des règles qui arrivent n'importe quand, un brouillard mental. Enfin voilà, c'est vraiment très mortifiant. Et on pense souvent, beaucoup de femmes en fait pensent qu'elles ont peut-être un cancer, un vrai problème médical. Enfin, ça les inquiète énormément, quoi. Et c'est pour ça, je pense que si on était informé, éduqué sur, voilà, ça c'est la périménopause, voilà ce qui va arriver. Ça arrive d'habitude début quarantaine. Je pense que ce serait tellement plus rassurant de savoir tout ça. C'est beaucoup. Si on peut comprendre ce qui nous arrive, ça nous donne déjà, je pense, les outils, les débuts des outils principaux pour pouvoir mettre d'autres choses en place pour vraiment nous soutenir nous-mêmes. Je pense que l'information, c'est vraiment le truc qui manque. C'est important de pouvoir faire des bons choix dans la vie. Donc, si on n'a pas les bonnes informations, on ne fait pas spécialement les bons choix. Et malheureusement, je pense que dans les pays francophones, on a très vite tendance à se tourner vers plein de compléments alimentaires, plein de choses, et de se bourrer de compléments et d'autres. Alors oui, j'en parle parfois sur Instagram, mais les compléments, c'est les choses qui devraient venir en dernier. C'est tout ce qui vient avant, c'est ça l'important. Alors j'en prends des compléments tous les jours, mais je fais toutes les autres choses avant qui sont très importantes. Donc je vais parler maintenant des solutions. Tu me demandais les solutions. Alors la solution, il y a Alors, deux par- solutions. euh, euh, pardon, avant qu'on dise. Donc, sur le fait de s'y préparer, il y a quelque chose qui est d'avoir l'information pour éviter des bouleversements et d'aller se perdre avec des faux diagnostics, des fausses prescriptions, de la camisole chimique ou de la maltraitance médicale ou environnementale. Des problèmes. Donc, il y a, première chose, c'est connaître les microsignaux, identifier les microsignaux, pas partir en dépression, en paranoïa et considérer que tout ça est normal et que c'est pas un accident. Et peut-être pour aller dans le sens de là où tu allais, comment en avance de phase, quand les microsignaux arrivent, comment on peut déjà s'y préparer, sachant qu'il y a un continuum d'avance de phase, il y a un continuum de préménopause, il y a un continuum de ménopause, et il y a un continuum de post-ménopause. Donc en grand, on en prend pour le restant de notre vie, mais pas n'importe comment. Il y a des choses absolument inutiles, il y a des choses absolument contre-productives, comme dans d'autres sujets, et plutôt on le fait et adapté à la mécanique complexe des femmes en général et des atypiques en particulier. Je complète pour les atypiques en particulier parce que je me suis aussi spécialisé sur les femmes HPI. Dans les bizarreries, il y en a qui font qui ont leurs règles précoces, règles tardives, ménopause précoce, ménopause tardive, ménopause et retour des cycles. Je Oui, te donne un autre truc dont j'ai entendu une fois pour expliquer l'impact de ce bazar. Enfin, le bazar, c'est un processus naturel complexe. Une femme qui a perdu la vue quand elle a eu ses règles, qui a retrouvé la vue à la ménopause. Et quand j'ai fait le bilan HPI avec elle, elle me dit, Fabrice, j'ai retrouvé la vue depuis 1 an. J'ai perdu la vue au début de mes règles. J'ai qu'un cas comme ça extrême pour, pour, pour moi donner le niveau et la nature. C'est un processus naturel qui se traite pas avec le garagiste du coin parce qu'a priori, il va pas avoir les bons outils, que notre corps veut notre bien. Donc ça pose quand même plein de questions et qu'après on est tous singuliers. Donc en plus, il faut qu'on soit notre propre médecin. Ce que je dis pour les atypiques, notre propre médecin, c'est pas de l'automédication, c'est nous qui sommes les chefs d'orchestre à aller trouver les bons praticiens, thérapeutes et les bonnes informations et surtout dégager toutes les informations inutiles.
Ça donnera aussi des économies de temps et d'argent. Ça, Je c'est. te laisse continuer. Je vais. Alors, la personne là, qui a retrouvé la vue, je trouve ça absolument bluffant. Ça veut dire l'impact de ces hormones sur sa vue ont été. Enfin, j'ai jamais entendu ça, mais c'est incroyable. Euh, Sinon, parlons des solutions, parce que donc, on parle des signes, mais en fait, il y a des choses qu'on pourrait mettre en place déjà. Si j'avais 35 ans, il y a déjà des choses que je mettrais en place maintenant qui diminueraient énormément les problèmes de symptômes, de prise de poids, de tout ça. Euh, donc, il y a vraiment, pour moi, en fait, j'ai une appli dont il y a 3 piliers dans mon appli. La première, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est de la compréhension. C'est vraiment, pour moi, c'est la partie que j'appelle understand. Donc, c'est vraiment de comprendre tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, au niveau physiologique. Et il y a des impacts énormes sur tous les systèmes. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Et le troisième pilier, c'est le renforcement musculaire. Et ces 2 piliers sont égaux l'un à l'autre. Il faut tous les 2 les appliquer. On n'a absolument pas le choix, mais que de les faire tous les 2, parce que sinon, on a ce problème de perte de masse musculaire et du dérèglement de la microbiote. Et si on ne les adresse pas tous les 2 simultanément, on va avoir des problèmes pendant la périménopause, pendant toute cette transition de ménopause, mais aussi on va avoir des gros problèmes de santé plus tard. Et c'est très important de les adresser maintenant. Donc moi, je pense qu'il faut voir en fait ce début de quarantaine ou fin trentaine en fait comme une opportunité pour reprendre le contrôle de notre vie, pour adresser ce qui va arriver pendant cette tempête chaotique hormonale, mais aussi de nous préparer pour avoir la meilleure santé de vie pour plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour prévenir en fait ou réduire énormément les risques de problèmes, de maladies sérieuses plus tard. Donc c'est la même chose, hein, c'est la musculation et la nutrition. Donc je vais expliquer pourquoi déjà la perte de masse musculaire est un problème, parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est un problème, parce que sinon la plupart des nanas vont pas spécialement être motivées d'aller soulever des poids à la salle. En fait, nos muscles disposent de 80% du glucose qu'on consomme. Donc le glucose, ce sont tous les carbohydrates, donc tous les glucides, que sont les fruits, les pâtes, les farines, les lentilles, enfin, tout ça. Ça donne en fait beaucoup d'énergie à notre corps. Et on en a besoin, donc ça ne veut surtout pas dire de ne plus en consommer. On en a besoin pour bien fonctionner. Mais le problème, donc, c'est que normalement, 80% de ces glucides vont dans nos muscles, qu'ils utilisent aussi comme énergie et après sont bien distribués dans notre corps. Quand on perd nos muscles, malheureusement, il n'y a plus d'endroit pour ces glucides pour aller en premier, donc ça va dans notre sang et ça reste trop longtemps dans notre sang. Et ça, une fois qu'on a trop de glucides, de glucose dans le sang, ça stimule tout de suite de l'insuline en fait. Notre corps va relâcher beaucoup plus d'insuline pour équilibrer ce glucose supplémentaire qui circule dans notre sang. Malheureusement, une fois qu'il a commencé à y avoir trop d'insuline aussi, notre corps, pour compenser cette insuline, va promouvoir le stockage de graisse. Parce que pour gérer cette insuline, notre corps a besoin de graisse. Il faut le voir un peu comme une forme d'absorption. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment pour équilibrer. Une fois qu'on a la graisse qui s'installe, c'est une graisse qui commence en sous-cutanée, donc on va voir visiblement, mais malheureusement, elle s'installe dans nos organes. Et une fois que c'est une graisse alors viscérale qui s'installe autour de nos organes, et ça commence à causer énormément de problèmes à tous nos organes qui sont vraiment essentiels pour notre bon fonctionnement. Donc ça crée déjà un problème majeur. Et il faut savoir qu'avec cette graisse viscérale qui s'installe, et ça peut parfois, malheureusement, on peut rester très mince et ne pas remarquer qu'on a cette graisse viscérale qui s'est en fait installée autour de nos organes. Ça veut pas dire, on voit pas, c'est pas quelque chose qui est visible toujours. Donc il y a des gens qui restent minces, mais qui ont quand même cette graisse viscérale qui s'installe parce qu'elles sont en train de perdre leur masse musculaire. Malheureusement, ça fait monter le cortisol et l'inflammation. Et dès qu'on a plus de cortisol, ça commence à stresser notre corps. Donc il faut imaginer que notre corps en périménopause
le seuil de cortisol est déjà naturellement plus élevé parce que notre corps est vraiment en train de vivre tellement de chamboulements avec les fluctuations hormonales. Donc n'importe quoi qui va pousser, ça va pousser très très vite ce seuil en fait de cortisol en inflammation chronique en fait, en état d'inflammation chronique. Donc il va déclencher beaucoup plus de symptômes, beaucoup plus de problèmes pour notre cerveau et beaucoup plus de problèmes aussi à long terme. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument garder cette masse musculaire à tout prix. On ne peut pas perdre nos muscles. C'est vraiment, il est nommé, le muscle est nommé, surnommé l'organe de la longévité. Et c'est vraiment, c'est notre assurance numéro un pour bien vivre plus tard, mais aussi pour nous aider pendant la périménopause. Parce que la musculation, en fait, déjà garder nos muscles va réduire cette inflammation dans notre corps, mais aussi la musculation en elle-même, et ça, il faut que j'explique vraiment, ça devient plus technique, de l'entraînement lui-même, en fait, peut vraiment nous aider à réduire considérablement les symptômes, voire même les éradiquer complètement. Et donc là, ça va devenir beaucoup plus technique, donc je suis désolée, je m'excuse déjà, c'est que en fait, on a un autre système. Au début de la conversation, j'ai parlé des récepteurs d'estrogène qu'on a partis dans le corps qui commencent à mal fonctionner parce qu'ils perdent de leur puissance des estrogènes. Et donc, je voulais faire une analogie, d'ailleurs, tout à l'heure que j'avais oublié, c'est qu'une fois que ces récepteurs d'estrogène marchent moins bien, c'est un peu comme si on essayait d'envoyer un texto dans un endroit où on n'a pas beaucoup de réseau avec notre téléphone, on va envoyer un message. Et en fait, parfois le message va passer et parfois il passe pas. Et c'est la même chose entre notre corps et notre cerveau quand les récepteurs d'estrogène diminuent, c'est qu'on a un problème de communication qui commence à bugger parce que ces messages passent pas toujours à notre cerveau et ça commence à créer des problèmes. Eh ben, pour éviter justement ces problèmes, en fait, on pourrait essayer d'enclencher un autre système de récepteurs. En fait, on a tout un autre système de récepteurs dans notre corps qu'on a tous en nous, mais qu'il faut savoir comment enclencher. Et pour les enclencher, en fait, il faut forcer une adaptation épigénétique. Alors, j'ai dû vraiment, vraiment beaucoup rechercher là-dedans quand j'ai appris ça la première fois parce que ça avait l'air très obscur, tout ça. En fait, alors, les récepteurs d'estrogène s'appellent ER, donc récepteurs d'estrogène. Les récepteurs d'estrogène, les récepteurs, pardon, de secours s'appellent ERRA. Ce sont des récepteurs liés à l'estrogène alpha, donc estrogen related receptor alpha. Donc ça c'est en anglais. Et en fait, ce sont des récepteurs qui vont pas exactement reprendre le dessus sur le fonctionnement des récepteurs d'estrogène, mais ils vont nous booster notre énergie cellulaire qui va aider à apaiser les symptômes. Donc en fait, pour les stimuler, en fait, pour activer ces récepteurs d'estrogène, il faut avoir une intensité assez forte. Et c'est par la musculation, quand on soulève des poids lourds, et donc on va avoir pas trop de répétitions. Disons que si on faisait un exercice de bicep curls et qu'on visait vraiment, on est en train de soulever une charge lourde, du moment qu'on a une bonne technique, bien sûr, pour pas se blesser. En fait, c'est dans les 2-3 dernières répétitions de ce set, avec le bicep curls par exemple, où on est vraiment en train de morfler, en fait, où ça devient vraiment une bataille physique et mentale, que ça force notre corps à nous adapter génétiquement. Donc c'est une adaptation épigénétique qui va enclencher ces récepteurs pour qu'ils prennent le dessus, pour nous booster notre énergie cellulaire, donc les mitochondries qui sont les petites batteries à l'intérieur de nos cellules. Et il faut vraiment, mais on est obligé d'arriver à cette intensité parce que si on fait juste notre bicep curls avec des poids légers, on continue 15-20 répétitions, en fait, on ne va pas arriver à cette intensité. Il faut que ce soit des répétitions beaucoup plus courtes. On vise entre 6 et 12, mais on veut vraiment morfler, malheureusement, dans les 2 ou 3 répétitions pour enclencher cette adaptation épigénétique. Alors, je sais que ça a l'air vraiment un peu dingue ce que je raconte, mais c'était dans mon cours de physiologie, mais je l'ai quand même bien recherché et vérifié après. Mais ça permet en fait, en reboostant en fait avec cette énergie cellulaire,
ça va aider à stabiliser nos neurotransmetteurs, donc ceux qui vont nous causer de la dépression, le brouillard mental, tout ça, ça va déjà les stabiliser. En plus, ça va aussi aider à stabiliser notre hypothalamus, qui est une partie de notre cerveau qui est responsable, en fait, qui est pour notre thermostat interne, qui est de là où partent nos bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Et ça va aider à stabiliser aussi l'hypothalamus pour réduire les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Ça, c'est un processus un petit peu différent, mais le résultat est quand même le même, c'est que ça va aider à stabiliser tout ça. Donc, il faut déjà enclencher ces adaptations épigénétiques en soulevant des poids lourds et en morflant, malheureusement, les 2-3 dernières répétitions. Il faut se dire, en fait, quand vous soulevez des poids, que si vous n'êtes pas en train de faire des grimaces absolument monstrueuses avec votre visage, c'est que vous ne le faites pas bien. C'est comme ça. On n'est pas beau à ce moment-là. C'est le moment où il faut se pousser, mais ça marche déjà. Donc ça, c'est une manière de combler déjà pour ces récepteurs. Oui, en fait, ce que tu expliques, c'est qu'il faut déclencher un processus épigénétique qui, à mon avis, doit déclencher un processus métabolique d'adaptation, ce qui est en fait l'épigénèse versus la genèse, et que faut envoyer sans doute du choc. Du choc dans l'organisme pour qu'il déclenche. C'est un peu comme un turbo sur une bagnole. Il faut qu'il y ait un processus significatif pour que le turbo se mette en route. J'imagine que c'est ça qui se passe et qu'il y a plus d'enjeux pour la ménopause, mais je pense que l'enjeu vaut tout autant pour l'andropause. Concernant aussi ce que tu disais sur les états inflammatoires, c'est une caractéristique des atypiques versus les typiques, où je donne souvent l'image d'un moteur d'avion de chasse dans une Clio, donc ça fout le feu à tous les étages, ce qui est la vie ordinaire d'un atypique, surtout quand il est énervé et quand il est en suradaptation depuis une bonne partie de sa vie. On en a échangé avec Denis Richer sur l'interview qu'il est venu faire sur la santé et les atypiques. Il a écrit une vingtaine de bouquins. Et notre interview, c'était sur HPI Santé. Il a développé les techniques de nutrithérapie. Et il est à Sion, en Suisse. Et pour les femmes atypiques, je pense qu'il y a une vraie vigilance à aller voir en quoi, en étant naturellement en état inflammatoire, qui vont déclencher tous les trucs en rose, tous les problèmes de santé majeurs. Une grande partie des atypiques ont un problème sur le microbiote et sur la porosité intestinale, et que ça rajoute la nécessité, l'importance de ce que tu dis, encore plus quand on est atypique, encore plus en pré-ménopause, parce que ça va durer toute la vie pour tout le monde. Tu parles beaucoup du muscle et des supplémentations en protéines à peu près tous les jours, et que les risques associés, c'est l'ostéoporose. On pourra revenir sur la vitamine D, la K2 qui doivent être associées, l'ostéoporose, Alzheimer, prise de poids, diabète. Moi, j'étudie la médecine depuis 25 ans, hein. Donc, j'ai un hôpital chez moi, un laboratoire, j'ai le même matériel que mon kiné, mais j'ai pas la force, le temps et l'énergie et les résultats que t'en as, mais la connaissance de ce qu'il conviendrait de faire. Et je pense effectivement que plus tôt on le fait pour les femmes, et ça vaut pour les hommes, mieux c'est, et qu'il y a un vrai enjeu sur la partie musculaire. Moi, on vient de m'opérer de 2 hanches en 2 ans. Heureusement que je suis pas un mille pattes. Mais sur ma deuxième hanche, tout le cartilage est parti en 4 mois. Ouais. Donc, on peut déclencher des états de compensation, et évidemment que ça va produire des problèmes de cortisone, donc des problèmes d'hormones. Et je pensais aussi à l'hypothalamus dont tu parles, l'hypophyse et les surrénales, qui sont un axe extrêmement délicat quand le corps se met en tremblement. L'hypophyse, c'est aussi la pituitaire, je crois, dans son ancien nom, parce qu'en plus,
parce qu'en plus les muscles ont la bonne idée, enfin, pas, oui les muscles ont la bonne idée d'avoir plusieurs noms, ou les glandes aussi. Et puis on va avoir, et j'en fais un peu les frais parce qu'on m'a pas dit que j'allais vieillir et que ça je suis pas d'accord, donc je gère ça sur tout l'enjeu sur le psoas et le piriforme qui s'appelle aussi le pyramidal, qui sont des muscles psychologiques qu'on a au milieu du corps. Et là c'est sur la partie mécanique. Je te laisse poursuivre avec tout ça. C'est que je, je me dis, je vais peut-être revenir à déjà l'ostéoporose parce que tu parles de tout Oui, cet enjeu. Donc, j'expliquais évidemment l'adaptation épigénétique qui nous aide énormément en périménopause pour essayer déjà d'atténuer les symptômes, pour aider aussi avec l'hypothalamus. Mais c'est sûr qu'en pensant aussi à long terme, pour éviter des sérieux problèmes, que ce soit des fractures à répétition, des maladies, que ce soit Alzheimer, des cancers, beaucoup de choses, en fait, de maintenir nos muscles, qui est notre organe de longévité, fait toute la différence parce que ça va aider toujours à éviter ces problèmes d'inflammation qui sont trop élevés à répétition, parce que si on a une meilleure gestion du glucose, on ne devient pas résistant à l'insuline, ce qui aide vraiment, vraiment les choses. Et puis aussi pour l'ostéoporose, le fait de créer de l'impact. Donc déjà de soulever. Alors de soulever des poids lourds, en fait, l'acte du muscle qui tire sur l'os, comme ça, surtout quand c'est lourd, va envoyer un signal à l'os de se redensifier. Donc déjà, ça c'est une très bonne manière de essayer de stimuler la densité des os. Parce qu'on peut tout à fait redensifier en fait ces os. C'est pas quelque chose où on penser que c'est foutu, on a perdu de la densité et qu'on peut pas la regagner. On peut la regagner. L'autre chose à faire qui est vraiment super, c'est de sauter. En fait, sauter, créer un impact. Ça peut être sauter à la corde à sauter ou juste sur un pied, deux pieds, n'importe quoi. Sauter, créer un impact. Aussi, cet impact stimule l'os à se redensifier. Donc ça, c'est un super truc. Il y a des spécialistes américaines, enfin j'ai été les voir en conférence, qui expliquent vraiment que faire 20 sauts par jour, tous les jours, va vraiment changer complètement la donne pour la densité de nos os plus tard. Alors si on peut pas sauter, parce que justement on s'est fait opérer de la hanche, pour d'autres raisons, on a perdu de la mobilité, de essayer de jeter en fait une balle lestée et de la rattraper, en fait, lancer la balle, la rattraper, comme ça. En fait, cet impact, de nouveau, à chaque fois qu'on la rattrape, aussi crée de nouveau ce même stimulus. Et il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a un stimulus dans les bras que ça va affecter que la densité des os dans nos bras. En fait, ce système de signalisation de densité s'applique partout. Donc, l'impact, s'il est dans nos pieds ou qu'il est dans nos bras, c'est vraiment pas important. Il faut avoir cet impact et il faut aussi soulever lourd pour créer du stimulus. Donc ça, c'est vraiment déjà deux manières géniales d'éviter les problèmes d'ostéoporose, surtout que les femmes en souffrent énormément parce que donc déjà à partir de 40 ans, on perd 1% de densité de nos os par an, mais une fois qu'on est bien en périménopause, c'est 2 à 3% par an. Donc autant dire que sur 10 ans, on peut avoir perdu entre 20 à 30% de la densité de nos os. Enfin, moi, je trouve ça absolument effrayant comme statistique. Et en plus, il faut savoir que à chaque fois qu'on se casse quelque chose, et souvent quand on a des problèmes d'ostéoporose, c'est pas un os qu'on se casse, ça peut être 8. Hein. Je le vois parce que ma grande sœur, malheureusement, souffre d'ostéoporose depuis assez jeune. Et donc, j'ai vraiment vu de manière personnelle l'impact que ça a sur elle. C'est que du coup, on va avoir une mobilité réduite, donc on va moins bouger, on va avoir plus d'inflammation, souvent plus de stockage de graisse, plus de problèmes, et on va déclencher plus de problèmes de santé à ce niveau-là. Et quand on devient plus âgé, je pense dans la soixantaine ou 70 ans, je ne sais plus quelles étaient les statistiques, mais en fait, les femmes qui ont des grosses chutes, qui sont hospitalisées, je pense qu'il y avait 30% en fait qui vont mourir dans l'année qui vient parce qu'ils vont déclencher tellement de problèmes de santé dans un terrain qui est probablement déjà fragilisé qu'en fait, dans l'année, ils risquent déjà de mourir après une chute quand ils sont, je sais plus, c'était 60, 70 ans. J'avais été à une conférence, elle n'avait pas spécifié l'âge,
Donc, je m'étais posé la question. J'aurais dû lui envoyer un message pour lui demander, pour confirmer. Mais c'était des statistiques, en fait, assez effrayantes. Comme, en fait, il faut pas juste voir de se casser les os, que c'est juste l'os lui-même qui est cassé qui est le problème. En fait, c'est tout ce que ça va déclencher à l'intérieur. Et tout le système. C'est tout le système que ça impacte. Ah oui, alors Alzheimer aussi. Alzheimer, il faut savoir que 2 tiers des patients qui souffrent d'Alzheimer sont des femmes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et qu'en fait, il y a énormément qu'on puisse faire pour diminuer énormément nos chances, nos risques d'avoir Alzheimer, sauf si on a un gène prédéterminant pour avoir Alzheimer. Et je ne sais plus quel est ce gène, ça, je ne me suis pas spécialisée là-dedans, mais il y a des gens qui ont un gène prédéterminant. Bon, c'est un très faible très faible pourcentage de personnes. Mais pour tous les autres, en fait, il y a énormément qu'on peut faire pour réduire considérablement nos risques de démence, d'Alzheimer. Et c'est de nouveau à travers la musculation. Et l'autre chose et ça on va en revenir juste avant en parlant de microbiome et d'inflammation, c'est que pour soutenir énormément notre cerveau, il faut qu'on ait une alimentation très saine. Et typiquement, le meilleur régime, c'est le régime méditerranéen, donc avec énormément de poissons gras, de fruits, de légumes, de produits très frais, et surtout pas de nourriture transformée, surtout pas de farine processed, de la farine blanche qui n'a plus aucun nutriment dedans. Vraiment, il faut vraiment avoir un régime très anti-inflammatoire en fait pour soutenir notre cerveau et puis tout le reste du corps pour éviter l'inflammation. Mais ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire entre la musculation et un régime anti-inflammatoire. On réduit énormément nos chances d'avoir des problèmes d'Alzheimer et de démence plus tard. Mais en fait, les deux sont forcément liés, puisque le ventre, c'est le premier cerveau. Il y a plus de neurones dans le ventre que dans la tête. Et la tête, c'est le deuxième cerveau, plus le nerf vague aussi, qui est quand même une Oui. jolie machine à aller étudier de près, parce que on peut avoir le nerf vague à plat. Et en particulier pour les atypiques. Bon, je suis attaqué par des mouches aussi. Bon, ça c'est horrible, c'est le plaisir de la montagne. Donc sur le muscle, et puis on va pouvoir revenir sur le premier cerveau. Pour moi, le ventre, c'est le premier cerveau, c'est pas le deuxième. Pour les muscles, dans les solutions, c'est de la gym, les exercices dont tu as parlé, et sur ta chaîne et sur tes programmes, tu donnes beaucoup plus de choses à accompagner. Des protéines dont tu parles, des supplémentations en protéines, des trois K2, tu veux rajouter un complément là-dessus parce qu'il faut absolument la K2 avec la D3, sinon Ça ça absorbe pas sinon. n'intègre pas. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait du magnésium? Ça aide énormément aussi, surtout pour aider justement les personnes qui sont atypiques, qui vont toujours être survoltées, un peu en état d'alerte, qui n'arrivent pas à se calmer. Je dirais du magnésium glycinate ou bisglycinate, surtout en fin de journée, entre 200 et 400 mg. Ça aide énormément. Je mettrais en tout cas cela. Je réfléchis ce que je prends. Ce qu'il y a d'autre, bon, alors la créatine. La vitamine D? Oui, oui, la Ah oui, vitamine D, tu oui, parles de oui. la créatine aussi. Oui, oui, alors Alors, quel dosage tu mets la vitamine D? la vitamine D, c'était les 2000 IU. Il faudrait que j'aille regarder de nouveau. Parce que Bah, je mémorise je peux pas tous les répondre, hein. dosages. Ouais. Je peux te répondre sur les dosages parce que j'ai étudié ça. C'est-à-dire en France, les dosages sont volontairement plafonnés à des niveaux, d'après ce que me disent les médecins, qui soignent pas. C'est C'est-à-dire, en intéressant. gros, tu as 5 ou 10 000 la petite bouteille, ou l'ampoule, parce que de toute façon, le corps va en virer une partie en une fois, qui soigne pas. Mais par exemple, en Allemagne, mais je peux pas aller plus loin parce que je veux pas avoir de problème, en Allemagne, tu as des labos qui utilisent des nutritionnistes français, où tu as la goutte, la gélule ou le comprimé, la Oui, goutte, le gélule, le comprimé, à 10 ou 20 000 l'unité, la goutte, je vais en mettre. supplémentation, à 10 ou 20 000 l'unité, la goutte, la comprimée ou la gélule, alors qu'en moyenne, il faut 6 à 7 000 unités par jour par personne pour pas passer en déficit parce qu'on augmente le déficit de vitamine D.
et que si tu prends Sigma D, par exemple, qui est vendu en pharmacie et remboursé par la Sécu, c'est 10 000 le tube. Ouais, ouais, donc C'est un vrai euh, problème. je regarde ici, ouais, je vais peut-être prendre même pas assez de dosage, mais c'est un problème. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont capées dans les dosages. C'est la même chose avec les adaptogènes. C'est souvent les produits français, ils sont pas assez forts malheureusement. Et alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont les acheter en pensant que ça va faire du bien, donc elles vont dépenser des sous dans ces suppléments. Et souvent, ben, c'est comme c'est sous-dosé, ça va pas vraiment faire d'effet, quoi. Elles gaspillent un peu leurs sous malheureusement. Ça arrive très souvent, hein. C'est J'ai beaucoup, fait aussi ces erreurs-là. c'est beaucoup, comme disent les médecins, les nutritionnistes, c'est que c'est sous-dosé en France et que eux peuvent, faut qu'ils fassent gaffe à leur peau, ils peuvent se faire embêter. Tu parlais de la créatinine, Mm. tu Alors peux la compléter créatine, avec ça. la La créatinine, créatine, c'est un supplément que je pense qu'on devrait tous prendre, en tout cas pour les femmes. Bon, pour les hommes aussi, ça c'est très bénéficiel. Mais pour les femmes, en fait, c'est un supplément qui a été longuement associé avec les bodybuilders, donc les types à la gym, en se disant ah, ça c'est vraiment un supplément pour les bodybuilders. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui va faire gonfler les muscles. C'est quelque chose qui va renouveler plus rapidement l'énergie. Donc ça va aider énormément à beaucoup beaucoup de niveaux. Donc ça aide à renouveler l'énergie plus rapidement pour notre cerveau, ce qu'on a vraiment besoin en périménopause pendant que notre cerveau est en train de se recabler. Ça va évidemment aussi renouveler plus rapidement l'énergie pour nos muscles, ce qui fait qu'on va pouvoir plus pousser à la gym, plus se pousser, mais c'est pas de l'amphétamine ou un truc comme ça n'a rien à voir. C'est juste un supplément qui va juste renouveler l'énergie plus rapidement dans notre corps. Et donc, moi, je trouve ça incroyablement utile, surtout en périménopause, pour soutenir notre cerveau. Donc, moi, je prends surtout de la créatine pour soutenir mon cerveau, pour éviter d'avoir trop de brouillard mental, justement, et qu'il n'y ait pas de baisse d'énergie de cerveau, sachant que le cerveau, quand il est en train de se recabler, ça lui demande une énergie énorme. Donc, il faut vraiment le soutenir un maximum avec quelque chose qui peut lui donner plus d'énergie, comme de la créatine, mais aussi avec de la bonne nutrition. C'est hyper important. Donc, la créatine, pour moi, ça c'est le supplément. Et alors, d'habitude, je recommande aux gens de commencer entre 3 à 5 grammes par semaine, d'essayer pendant 2 semaines, et après, on peut augmenter 6 à 10 grammes. Alors, il y a 10 grammes, c'est complètement safe. Il y a pas mal de recherches et d'études récentes qui montrent que ça marche très bien parce que souvent, les 5 premiers grammes vont aller plutôt aux muscles et puis les 5 grammes suivants vont aller plutôt au cerveau. Alors, il y a des recherches qui commencent à monter jusqu'à 20 grammes. Malheureusement, je m'y connais pas assez pour aller recommander ça. J'ai pas encore été rechercher ça parce que les études sur les effets sur le cerveau sont plus récentes, je dirais surtout pour les hauts dosages. Après, la créatine, c'est le supplément dans la planète qui est le plus recherché au monde, donc, et qui est vraiment très safe pour la plupart des gens. C'est très très rare qu'il y ait des effets indésirables. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Pour la créatine, en alors, tout cas, c'est le numéro si un. on, si on va sur le premier cerveau, parce qu'effectivement, en fait, tout ce que tu dis, ça serait déjà très utile uniquement pour des atypiques, parce qu'ils ont tous ces problèmes-là de stabilité. Moi, je dis beaucoup pour les femmes, pour les atypiques en général, mais encore plus pour les femmes, du fait de toute cette spécificité de jeu des déséquilibres en permanence. S'il y a un vrai enjeu sur le corps, faut travailler sur le corps, faut soutenir sur le corps, plus pour les femmes que pour les hommes, et pour les atypiques en général. Si on va sur le ventre, une grande partie des atypiques ont des problèmes de porosité intestinale, de microbiote, hein, ça peut être à peu près 2 kilos. On en a parlé beaucoup avec Denis Richer. Les problèmes dont tu parles, c'est des problèmes aussi histaminiques. Un certain nombre d'atypiques ont des SAMA, syndrome d'activation mastocytaire aiguë, avec Oui. des problèmes avec les mastocytes. Évidemment, tout ça va être amplifié plus à
pour les femmes à partir de ce que tu dis. Un certain nombre de régimes sont utilisés, en tout cas dans ce que je vois des naturopathes, et il y en a avec lesquels j'ai travaillé, avec le régime FODMAP pour réduire les histamines, si tu connais ça. Non, je le connais pas Tu connais celui-là. ça? Non. FODMAP, tu vas trouver ça sur Internet partout. En fait, c'est pour réduire les histamines, qui est un régime alors très spécifique où tu réduis les sucres, tu réduis le gluten, les trucs classiques, mais tu réduis tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est lactofermenté, le Oui. temps d'assécher en fait le microbiote. Moi, j'ai été suivi par un des spécialistes en France d'une des principales écoles de médecine ayurvédique qui a été développé par Donatini, qui est manifestement un atypique, qui est un gastro-entérologue, et il travaille avec des champignons pour refaire la flore intestinale et refaire l'équilibre intérieur de la flore intestinale. FODMAP, tout le monde le trouvera sur Internet. FODMAP, c'est très utilisé par beaucoup de naturopathes. Alors, il y a le régime cétogène, mais on ne peut pas durer en cétogène parce que dès qu'on reprend, ça reflambe. T'as un avis sur tout ça? Alors oui, bah, le FODMAP, d'après ce que tu m'as décrit, donc c'est vraiment un régime très anti-inflammatoire, qui est de toute façon, Oui, par exemple, moi sur ma plateforme, sur mon appli, dans la section nutrition, bon, j'explique énormément sur le microbiome, mais je les mets aussi, je recommande aux femmes de faire un détox, je dirais un reset anti-inflammatoire de 6 semaines pour vraiment remettre les bases c'est un peu ça. au bon niveau, pour aider, justement pour réduire l'inflammation, pour tout. Et même moi, je le fais de temps en temps. Et justement, à Pâques, j'étais en Bretagne et j'ai commencé à avoir de nouveau des gros problèmes de rhume des foins avec les yeux. C'était l'horreur. Ça a été l'horreur déjà l'année passée. C'est comme ça que j'ai été faire mes recherches en me disant, mais c'est quand même fascinant qu'en périménopause, tout d'un coup, ça devient énorme. Et c'est les mastocytes, Tima cells, qui sont vraiment, qui vont relâcher beaucoup trop d'histamine en fait dans le corps, et puis le corps, ça devient un entonnoir qui devient bouché avec toute cette histamine dans le corps, donc il faut penser à comment bien le relâcher. Mais si on veut déjà essayer de calmer les mastocytes, il faut réduire considérablement l'inflammation. Alors c'est très intéressant parce que je l'ai fait, le régime, je me suis remis sur mon propre reset anti-inflammatoire là. Je l'ai fait pendant quelques semaines et d'un coup, bah, les problèmes d'histamine ont descendu dramatiquement d'ailleurs. Je trouvais ça fascinant. Et après, j'ai trouvé un professeur en ligne qui expliquait vraiment ce système comme ça d'entonnoir avec trop d'histamine comme ça qui s'accumule, et il expliquait vraiment qu'il fallait essayer de débloquer l'entonnoir, mais déjà du bas, et graduellement en fait essayer de vider le corps de cette histamine. Tu peux utiliser la quercétine, il y avait des vitamines B12, B6 qui marchaient aussi bien. Mais après, il faut faire attention parce que les vitamines B, c'est des vitamines très énergétisantes. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui sont atypiques, si on souffre, si on est un peu toujours hyper nerveuse avec toujours beaucoup trop d'énergie, c'est pas la bonne chose. Parce que moi, j'ai essayé la vitamine B, ça marche pas du tout, je dors plus du tout la nuit. Comme je suis quelqu'un qui a toujours besoin de bouger, qui a toujours beaucoup trop d'énergie. D'ailleurs, là, j'ai du mal à rester assise pendant tout un podcast. La vitamine B, malheureusement, ne marche pas très bien pour quelqu'un qui atypique, qui va avoir une tendance plus nerveuse. Je recommande pas trop ça, en fait. Donc oui, il faut plutôt voir un régime anti-inflammatoire qui aiderait vraiment à calmer, en fait, ces mastocytes pour éviter qu'ils relâchent trop d'histamine dans le corps. Je pense que ça, ce serait une bien meilleure tendance. Et c'est vraiment, je trouve qu'en fait, ce problème d'inflammation, c'est très important de commencer à faire attention à son alimentation pour garder un régime bien anti-inflammatoire, et de temps en temps, de ne pas hésiter quand on a des problèmes, qu'on soit malade, si on a une opération, trop de stress, Noël, n'importe quoi qui arrive, c'est bien de faire de temps en temps un petit recette anti-inflammatoire. Alors, c'est pas d'éliminer plein d'aliments, c'est juste de manger extrêmement sainement, en fait, et d'éviter, oui, certaines choses comme les choses fermentées pendant un petit moment, surtout les glucides simples, certains autres glucides. Voilà, j'ai fait un système
de feux rouges en fait dans mon appli avec les aliments verts, les oranges et les rouges. Et voilà. Au début, on mange que les verts. Après, on rajoute un peu d'orange, mais on évite les rouges. Voilà. Et les rouges, c'est vraiment pour les occasions spéciales. Malheureusement, l'alcool en fait partie des rouges. Je sais qu'on me trouve toujours, parce que ça fait quelques années que je bois plus. Enfin, très rarement, je vais le faire pour Noël, ou enfin très très rarement, mais sinon je bois pas. Et que je trouve que ça a fait toute la différence en fait, parce que je pense pas que l'alcool était nécessaire, mais là on va me détester dans une population française qui adore le bon vin, et c'est sûr qu'un bon verre de vin c'est absolument délicieux, mais ouais, je trouve que malheureusement l'impact de l'alcool est trop, en vaut pas les bénéfices Ouais. malheureusement, enfin personnellement, voilà. Donc ça, c'était pour le microbiome. Alors parlons du microbiome d'ailleurs, parce que je voudrais expliquer en fait ce qui se passe dans le microbiome, et je vais le simplifier de nouveau pour que ce soit pas trop compliqué. En fait, il faut imaginer que dans notre microbiome, donc il y a une collection, il y a 100 trillions de bactéries dans notre microbiome, dans l'estrobolome. Donc ça, c'est le nom qu'on donne à notre collection de bactéries dans le microbiome. Et on va imaginer, de nouveau, c'est très simplifié, deux gros groupes de bactéries. Il y a les F, les firmicutes, j'espère que je dis ça bien en français, Firmicutes, et les B, bactérioides, bacteroidetes. Et en fait, on veut toujours avoir une portion de B plus élevée que les F. On veut garder les B. Les B, c'est les bonnes bactéries. C'est celles qui vont diminuer l'inflammation, qui vont éviter le stockage de graisse, qui vont... c'est vraiment, enfin, c'est les bonnes personnes qu'on veut, les bons petits groupes qu'on veut garder plus haut. Je vais voir parce que j'avais fait des petites notes pour être sûr que voilà, que j'oublie pas, mais je sais même plus ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Et les F, c'est ceux qui vont vraiment promouvoir l'inflammation, parce qu'ils adorent en fait absorber toute l'énergie de la nourriture qu'on mange, le stocker bien en graisse viscérale, et ils vont du coup créer énormément de problèmes. Donc ils vont booster l'inflammation, booster les symptômes, booster le cortisol. C'est vraiment, on veut essayer de les garder en nombre plus inférieur. Alors il faut les avoir tous les deux, hein. C'est comme dans la vie, il faut toujours les bons et les mauvais. Et on doit les avoir, on ne peut pas éradiquer les F, ça c'est pas possible, mais on veut garder les B plus longs. Mais ce qui se passe, c'est que les B en fait sont activés de manière indirecte par l'estrogène. Parce qu'en fait, l'estrogène, quand il passe, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, dans notre foie, il est lié avec des hormones. Alors ça s'appelle Sex Hormone Binding Globulin. Donc c'est SHBG. Alors en français, ça doit être des hormones liées, des globulines d'hormones liées aux hormones. Je ne sais pas très bien comment on dit ça en français, mais voilà. Donc il faut imaginer que quand l'estrogène passe dans notre foie, il est lié, en fait, conjugué avec ces SHBG. Et après, il est sécrété comme bile dans notre intestin. Et une fois qu'il arrive dans notre microbiome, il va être les bonnes bactéries, les bacteroidetes, leur job, c'est de les délier, en fait, les déconjuguer et de remettre cet estrogène en circulation dans notre corps, en fait. Donc, au lieu de perdre l'estrogène, le peu d'estrogène qui va nous rester, il va le remettre en circulation. Donc, ils aident à rebooster cet estrogène. Malheureusement, une fois qu'il y a de moins en moins d'estrogène qui commence à passer par notre foie et que les B, le groupe des B doit délier, en fait, c'est un peu comme s'ils perdaient leur job. Donc, ils commencent un peu à se mettre à la retraite parce que bon, ils n'ont plus de boulot à faire. Donc, leur nombre commence à diminuer. Et c'est là que les F vont commencer à prendre le dessus. Les F vont augmenter en nombre et les B vont descendre. Donc, déjà, il faut qu'on essaye de préserver nos B à tout prix. Et il faut savoir, je fais juste une petite parenthèse, il faut savoir que malheureusement, les hormones bioidentiques comme le THM, tout ça, en fait, les estrogènes bioidentiques, malheureusement, ne font pas ce même passage par notre foie où ils sont liés avec le SHBG et après, qui doivent être déconjugués.
Et du coup, en fait, les bactéries B ne reconnaissent pas cet estrogène bioidentique comme étant le nôtre, parce que c'est pas exactement le nôtre, même s'il a le nom bioidentique. Et du coup, on va quand même perdre ce nombre de bactéries, les bonnes bactéries des B. Donc, c'est pas parce qu'on prend des estrogènes bioidentiques qu'on se dit ah ben super, en fait je vais quand même garder mes bons petits soldats, les bactéries B, elles vont rester en bon nombre. Ben non, malheureusement elles vont quand même perdre leur boulot. Alors la manière de garder, de promouvoir, c'est garder les B en surnombre, c'est de manger énormément de fruits et légumes. Et il faut vraiment manger 30 différents fruits et légumes par semaine. Il faut penser à un arc-en-ciel de couleurs qui va vraiment aider à booster. En fait, ce sont les fibres de ces fruits qui vont vraiment aider à booster ces bactéries. Donc, les fibres prébiotiques sont super importantes. Et si on ne les mange pas, malheureusement, les B vont descendre en nombre. Alors, je réalise bien que c'est pas toujours facile. Hein. J'habite en Angleterre et en hiver, c'est pas facile de trouver 30 différents fruits et légumes qui vont bien marcher, mais il faut faire tout ce qu'on peut pour en manger tous les jours. Et il faut surtout se dire que quand on veut un goûter, un snack en milieu de matinée, milieu d'après-midi, quand on a faim, ben, il faut avoir préparé, il faut acheter des fruits et des légumes pour manger là-dessus. Et en plus, en rajouter à tous les repas, petit déjeuner inclus. Il faut vraiment en avoir constamment pour garder ces baies en activité, c'est hyper important. Et après, j'ai un super truc aussi, c'est qu'il faut manger beaucoup de légumes crucifères, qui sont tous les brocolis, les choux-fleurs, le kale, les choux de Bruxelles, les radis aussi, parce qu'ils ont, en fait, ils contiennent à l'intérieur, alors j'avais marqué, évidemment j'ai fait des fiches, mais j'arrive plus à lire ce que je vais marquer, mais ils contiennent quelque chose à l'intérieur, les initiales sont D-I-M. Alors je vais pas réussir à le dire, c'est Dino, je me souviens plus, mais en fait, c'est comme un agent chimique qui va agir sur l'estrone, qui est l'estrogène qui nous reste une fois qu'on a passé un peu une fois qu'on est en périménopause, ménopause, c'est cette forme d'estrogène qui nous reste après, qu'on va garder pour le reste de notre vie. En fait, quand notre estrone arrive dans notre microbiome, il peut être métabolisé de deux manières différentes. Il peut être métabolisé soit en 16 alpha hydroxyestrone ou 2 hydroxyestrone. Pardon, il faut que j'y pense en français à chaque fois. Si c'est métabolisé en 16 alpha hydroxyestrone, de nouveau, cette version-là de l'estrone va plus favoriser le stockage de graisse, l'inflammation, la prolifération des cellules, ce qui est associé au risque de cancer plus tard. Et donc, c'est vraiment une forme qu'on veut bloquer. Si on mange des légumes crucifères, parce qu'ils contiennent cet agent chimique, donc ce DIM, dedans, ça va basculer notre estrone vers l'autre manière, le 2-hydroxyestrone, qui va justement promouvoir la minceur, éviter le stockage de graisse, diminuer l'inflammation et bloquer surtout la prolifération cellulaire. Et donc, c'est un truc super à faire, c'est de manger des légumes crucifères, en fait, idéalement au moins un type par jour pour continuer à bloquer la forme négative et promouvoir une métabolisation efficace de l'estrone qu'on a. Donc voilà, donc il faut penser à cet estrone, ça, et puis continuer à manger énormément de fruits et de légumes pour garder les bactéries B en surnombre par rapport au F, et aussi comme ça aide bien à ce qu'il recircule l'estrone qui nous garde dans le corps, qu'il remette en circulation une fois qu'il est passé par notre microbiome, au lieu de le perdre et d'avoir encore moins d'estrone ou d'estrogène. Hein, voilà. Donc ça, c'est des petites choses. En fait, c'est des choses assez simples, hein, c'est pas compliqué à faire. Mais parfois, il faut un budget parce que ça coûte cher aussi pour certaines personnes de pouvoir, souvent, et surtout quand on veut de l'organique, pour éviter d'avoir tous les pesticides, les autres choses. Donc, c'est toujours un budget. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, avant d'investir dans des compléments alimentaires, assurez-vous vraiment que vous avez bien réglé votre alimentation, achetez de l'organique, des fruits et des légumes, de la viande, du poisson, tout ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. S'il vous reste un budget après,
prenez des compléments alimentaires, mais c'est pas la chose numéro un. Et ça va de même d'ailleurs pour les protéines en poudre. J'en parle parce que c'est très difficile d'atteindre notre taux qu'on devrait atteindre chaque jour de protéines, mais c'est bien meilleur de manger des protéines naturelles, de la viande, de la viande, du poisson, même des formes végétariennes en premier avant des protéines en poudre. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, il vaut toujours mieux aller pour la nourriture naturelle que des suppléments. Ça, même si j'en parle Et parce qu'on me le demande. Mais dans les cruciformes, tu disais que tu mets les radis, et j'imagine aussi le radis noir. oui, le radis noir aussi, oui. Oui. Que j'ai découvert un jour au supermarché en France. Je savais pas ce que c'était. Je n'avais pas vu en Angleterre. Euh, Ah ouais, bah, le radis noir, je crois, est bien plus qualitatif que le radis de classique. Et il y a aussi la betterave crue, oui, euh, qui est, qui est très bonne pour la santé et les problèmes de dégénérescence.